Les techniques, elles, sont toujours légales. Pourquoi sont-elles légales? Parce que nous sommes dans des systèmes de droit économique et financier dans lesquels tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, l'imagination, notamment financière, et peut librement créer des situations ou des produits financiers nouveaux dans lesquels on peut investir, dans lesquels on peut mettre ses avoirs, ses actifs, etc. Ça n'a absolument rien d'illégal. Simplement, parfois, bon, il faut demander éventuellement des autorisations, mais dans des cadres extrêmement souples. Donc, on peut faire a priori ce qu'on veut, sauf à aller directement à l'encontre d'interdits, mais qui sont restrictifs. Et c'est cette liberté a priori qui fait que on est face à quelque chose de très impalpable, de très flou, dans lequel l'imagination est extrêmement fertile et permet à chaque fois, bien entendu, d'être en avance sur les possibilités de lutte contre justement ce qui serait illégitime derrière l'utilisation de ces procédés. Alors on voit s'amorcer une réaction d'ailleurs contre ça par la mise en place de contrôles justement de l'origine des flux. Mais ça, c'est un phénomène qui est en train d'apparaître sur le plan des législations nationales, notamment de nouvelles formes de lutte contre justement ces distorsions des marchés par les trafics, dans lesquels on essaye de mettre en place une traçabilité des biens ou des flux financiers. On le voit concrètement, par exemple, avec la nouvelle loi aux États-Unis, ce qu'on appelle la FATCA, qui est la nouvelle loi en matière de lutte contre l'évasion fiscale des États-Unis, qui permet aux autorités fiscales américaines d'étendre leur juridiction dans les autres pays, en demandant aux autres pays, et même non seulement en leur demandant, mais en exigeant des autres pays qu'ils identifient, par exemple, les comptes bancaires dans leur propre banque, à l'étranger donc, pour dénoncer aux autorités américaines les ressortissants américains qui auraient des comptes non déclarés. Donc ça veut dire que la législation américaine s'impose en quelque sorte dans les autres pays. Pourquoi les Américains le font-ils et pourquoi peuvent-ils le faire? Parce qu'ils ont des moyens de rétorsion et de pression sur les autres pays dans le monde, compte tenu de leur puissance et de leur domination en matière économique et financière, que les autres pays n'ont pas forcément, bien entendu. Mais ça leur permet de faire une traçabilité. Depuis, par exemple, aussi ce qu'on a appelé le Patriot Act, donc en 2001, qui était la loi qui avait été votée après les attentats du 11 septembre, qui permettait aussi d'établir une même traçabilité des flux financiers et des flux de marchandises qui circulent dans le monde et qui aboutissent aux États-Unis. Donc tous ces dispositifs légaux peuvent permettre une traçabilité. Mais le problème, c'est qu'on est dans une démarche dans laquelle ce que l'on cherche à identifier, ce sont simplement des activités illicites. Et en plus, on le fait de façon parfaitement opaque. C'est-à-dire que les autorités, notamment les autorités américaines, ne le font qu'en fonction de leurs propres intérêts. On peut faire une comparaison, par exemple, avec ce qui s'est passé avec la NSA et les contrôles des communications. Les Américains ont mis en place un dispositif dont on est en train de se rendre compte, qui leur permettait d'avoir une connaissance, ou en tout cas d'engranger des informations au travers de l'espionnage des communications dans le monde entier.
Et pourtant, l'utilisation qui a été faite de ces données n'a absolument pas été faite dans le sens d'une lutte contre la criminalité. Personne ne sait très bien à quoi était destinée cette accumulation gigantesque de données informatiques sur les communications dans le monde entier. Les États-Unis, on peut penser, l'ont fait pour des raisons stratégiques, pour pouvoir contrôler mieux ce qui se passe dans le monde, mais pas du tout, ou de façon très résiduelle, pour lutter contre le crime international et les trafics internationaux, dont on a pu constater qu'ils se sont largement développés, alors même que la NSA aggravait son propre dispositif de contrôle. Donc cette opacité pose problème elle-même. La criminalité, aujourd'hui, doit être perçue sous un angle différent de celui avec lequel on pouvait la voir jusqu'à peut-être les années 50 ou 60, dans lequel on pouvait considérer que la criminalité, c'était finalement l'activité marginale des gens marginaux dans la société. Donc on pouvait isoler la délinquance et la criminalité comme des comportements inacceptables de toute société organisée qui a un code pénal et qui interdit un certain nombre de comportements dans une société bien structurée, bien organisée. Il n'est pas difficile de voir ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Mais les choses ont changé. La mondialisation, pour employer un mot à la mode, a ouvert aussi, pas simplement l'économie et la finance, elle a ouvert aussi les sociétés. Les individus aujourd'hui ne sont plus enfermés dans des dispositifs de contrôle social qui les conduisaient de la maternelle jusqu'à la retraite dans des parcours de vie qui étaient encadrés par l'armée, l'école, l'armée, l'entreprise, le syndicat et la maison de retraite à la fin. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est libre de choisir la manière dont il veut vivre. Ou du moins, c'est comme ça que les choses sont présentées. Souvent, bien sûr, ce choix est beaucoup plus contraint que choisi, mais ce qui permet justement d'avoir une sorte d'idéologie de la mondialisation qui reposerait sur le principe de la liberté du choix. Le choix étant, par définition, considéré comme rationnel. De cette manière, la boucle est bouclée et on peut avoir une représentation des échanges économiques et financiers qui sont aussi considérés comme étant la quintessence de la rationalité. Et donc, on peut expliquer de cette manière-là que le système s'autorégule puisqu'il est rationnel. Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout comme ça. Que lorsque les interdits deviennent de plus en plus flous, que ce soit dans la société, dans la vie sociale de tout un chacun, ou que ce soit dans les échanges économiques, dans les échanges financiers, eh bien, les possibilités de pouvoir contourner les règles restrictives qui deviennent elles-mêmes de moins en moins nombreuses, ou en tout cas de plus en plus faciles à contourner. Parfois même, d'ailleurs, c'est parce qu'elles sont trop nombreuses qu'elles sont plus faciles à contourner, mais c'est une autre question. Donc, il se crée de cette manière une situation dans laquelle le respect de la loi devient un enjeu même de la condition d'existence ou de la condition de production
dans le domaine économique ou financier. Et donc, la question que vous vous posez à partir du moment où vous êtes libre, où vous êtes considéré comme libre de pouvoir mener vos activités comme vous le voulez, sauf à ne pas dépasser la ligne jaune. Toute la question est de savoir si vous avez la possibilité soit de dépasser la ligne jaune sans que ça se voit, soit même peut-être de déplacer la ligne jaune si vous en avez les moyens. Et donc on entre dans un autre type de société, ce que j'ai appelé moi, dans un livre la société trafiquante. La société trafiquante, je joue, si vous voulez, sur l'ambiguïté du terme. Trafic, qui a une connotation péjorative, mais le terme trafic aussi, il signifie tout ce qui s'échange. Quand on est dans une société qui est fondée sur l'échange, elle doit accepter qu'une partie de ces échanges puisse être du trafic au sens péjoratif du terme. Et à partir de ce moment-là, elle ne distingue plus a priori le bon trafic du mauvais, mais elle se contente d'essayer de mettre en place a posteriori des dispositifs qui permettraient d'éliminer, ou plus concrètement, de limiter les mauvais trafics pour laisser les bons, simplement. Quand je dis la société, bien entendu, ça veut dire qu'il n'y a pas de grand complot et il n'y a personne qui décide. C'est simplement que l'état d'esprit est tel que dans une société, dans un pays, dans un espace quelconque, dans lequel la liberté devient le principe, mais une liberté dans laquelle on élimine même les modes de contrôle social, c'est-à-dire les modes de contrôle préventif qui, comme le disait Michel Foucault, sont des procédés disciplinaires dans lesquels vous avez des contrôles des pouvoirs qui, de façon invisible, vont dicter aux gens leur conduite. Foucault expliquait qu'à l'école, autrefois, il y a très longtemps, on vous disait comment il fallait vous tenir assis, comment vous deviez tenir votre porte-plume pour écrire, comment vous deviez, quel port de tête vous deviez avoir. On vous faisait marcher en rang. Vous aviez l'école, vous aviez l'hôpital, vous aviez la prison, vous aviez l'entreprise. Toutes ces structures d'encadrement des individus étaient invisibles dans les modes de comportement et d'attitude que devaient avoir les individus. Vous pouviez avoir, parallèlement à cela, un droit civil, un droit pénal qui mettait en avant la liberté de l'individu. C'était une liberté juridique, mais dans leur comportement le plus profond, les individus étaient encadrés par des institutions. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, l'école n'encadre plus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'armée. Aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques n'enferment plus et la prison non plus. Donc, tous ces dispositifs de contrôle social ont quasiment disparu. Donc, là, quand je dis la société, c'est plus personne. C'est une auto-organisation du social, une auto-organisation de l'économique, une autorégulation de l'ensemble des acteurs qui doivent recomposer eux-mêmes, en fonction des principes qui leur sont dictés, les modalités de leur propre organisation. Alors ils peuvent le faire en disant « je vais respecter les règles de la société » ou ils peuvent le faire en disant « je ne vais pas les respecter ». Et puis il y a tout l'entre-deux dans lequel ils disent « je vais le respecter à 10%, 20%, 50% ou 90% et pour le reste je ne le respecterai pas ». Et nous faisons tous comme ça, quelque part.
Si quelqu'un fume un joint et par ailleurs s'arrête au feu rouge pour laisser passer les voitures ou les piétons, il respecte une partie des interdits sociaux et pas les autres. Bon, donc il y a toujours un entre-deux. Autrefois, cet entre-deux, il s'inscrivait dans des comportements qui étaient sous le regard de tout le monde, de tous les autres. Quand vous étiez dans un dispositif de contrôle social, tout le monde vous voyait. Vous pouviez aller à l'encontre des normes qui étaient dictées par ce dispositif de contrôle social, l'école, encore une fois, l'école, l'armée ou l'entreprise. Mais ça se voyait et comme vous étiez enserré dans un collectif, vous y réfléchissiez avant de transgresser les normes de ce collectif. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, puisque aujourd'hui que les individus, les entreprises, les acteurs économiques et financiers sont libres de construire eux-mêmes leurs collectifs, ils se construisent des collectifs qui leur ressemblent. Et ils ont la possibilité de pouvoir changer les collectifs dans lesquels ils agissent en fonction du but pour lequel ils agissent. Si je veux frauder le fisc, je vais entrer dans un dispositif d'évasion fiscale qui m'est offert par les réseaux de conseils économiques, juridiques, financiers, etc. Et je vais utiliser les filières qui sont mises en place pour faire de l'évasion fiscale, mais qui peuvent servir aussi à toute autre chose. Si je veux gagner de l'argent facilement sans travailler, je peux rentrer dans un trafic de drogue. Je vais à ce moment-là mettre en place tout un certain nombre d'actes, de comportements, de modes de vie, d'échanges économiques et financiers dans lesquels je vais me mettre en dehors de la société sur un certain nombre de comportements qui sont les miens, mais par ailleurs, je pourrais habiter dans un grand appartement du 16e arrondissement, avoir une résidence de luxe à Saint-Tropez, et où là, je mènerais une vie parfaitement intégrée, comme tout le monde, si je puis dire. Bon. Et chacun de ces aspects de ma vie sera cloisonné, parce que c'est moi qui les aurai cloisonnés. Donc, on est entré aujourd'hui dans une société totalement ouverte qui a posé simplement comme valeur collective celle de l'échange. Tout ce qui est échange est en soi une valeur. C'est à la fois une valeur sociale et une valeur économique et une valeur financière. Ce ne sont que certains échanges qui peuvent être considérés comme contraires aux normes même de l'échange, parce qu'ils introduisent des biais, des distorsions par rapport à une représentation globale d'un univers parfaitement cohérent, coordonné, rationnel, dans lequel tout le monde échange tout avec tout le monde selon des normes bien prescrites. Sauf que si vous voulez aller à l'encontre des prescriptions des normes, personne ne vous en empêche. Donc, on est entré dans une société trafiquante aux deux sens de ce terme. Et le problème, c'est que cette société trafiquante, eh bien, elle est obligée d'accepter les distorsions qu'elle crée elle-même, et jusqu'au point où la criminalité n'est plus le comportement opposé aux normes de la société, mais n'est plus que l'un des pôles, des pôles extrêmes des comportements dans un type de société qui les accepte tous a priori. Et donc, il y a en fait une échelle, simplement, qui va de l'extrême criminalité jusqu'à l'extrême légalité, avec une intensité
et une fréquence d'action criminelle qui peut varier sur cette échelle. Vous pouvez avoir des activités criminelles à forte intensité et à haute fréquence, et vous pouvez avoir des activités criminelles de basse fréquence et de basse intensité. Tout ça sur une même échelle, et qui sont, encore une fois, non pas des modes de vie globaux, mais simplement des choix ponctuels. Et quand je dis des choix, ce n'est même pas forcément des choix, c'est simplement des comportements ponctuels. Vous pouvez tantôt avoir une activité à haute intensité criminelle et à basse fréquence, par exemple, c'est-à-dire une fois de temps en temps, vous commettez un acte criminel considéré comme hautement transgressif des normes sociales. Et puis tout le reste du temps, vous êtes un individu parfaitement normal. Ou bien vous pouvez avoir en permanence des activités de basse intensité délinquante, ce qui est le cas par exemple en matière économique et financière, mais qui sont permanentes. Bon. Et tout ça aujourd'hui se mélange. L'échelle varie bien entendu aussi bien pour les comportements eux-mêmes que pour les acteurs. Ce qui interdit aujourd'hui, sauf exception, c'est-à-dire sauf sur le délinquant tel qu'on se représente traditionnellement, qui est l'individu marginal qui commet des actes marginaux et qui, lui, est effectivement totalement en dehors de la société, mais en dehors de ce cas extrême, pour le reste, il n'y a plus de sociologie du délinquant. C'est pour ça que moi je dis qu'il existe aujourd'hui une délinquance sans délinquant. On sait ce que c'est que la délinquance, c'est la transgression de la norme. La norme, on ne sait plus trop ce que c'est, mais en tout état de cause, le délinquant, ça devient très difficile de pouvoir l'identifier. Et l'une des erreurs d'ailleurs de notre système judiciaire français, notamment aujourd'hui, c'est de vouloir continuer d'identifier ce délinquant. Bon, je ferme la parenthèse. Pour revenir à la société dans son ensemble, la fraude, ce que moi j'appelle la fraude, c'est-à-dire le comportement transgressif, par rapport à une norme molle, une norme floue, qui ne pose plus que des principes et de moins en moins d'interdits clairement spécifiques et surtout à caractère général. La fraude devient un mode de gouvernance, c'est-à-dire ou plus exactement une variable d'ajustement dans ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire une gestion floue et molle des échanges sociaux, économiques et financiers, qui ne sont plus imposés par des dispositifs institutionnels, mais dans lesquels les dispositifs institutionnels, c'est-à-dire les États avec leur police, leur justice, l'école, l'armée, etc., la prison ou l'hôpital psychiatrique, ne sont plus là que pour essayer de limiter les excès, si vous voulez. Ils ne servent plus qu'à ça. Donc un encadrement très lointain et très espacé. Donc, dans cette configuration, vous avez toute une variation de comportements et d'acteurs qui, en fait, jouent en permanence avec la norme. Et je dirais même que tout le monde se met à jouer en permanence avec la norme, qui n'est plus là pour nous dire « fais ci, fais ça » ou « fais pas ci, fais pas ça ». Donc, la fraude elle-même devient un instrument de gestion du système à l'intérieur du système. C'est-à-dire, pour que le système fonctionne, il est obligé de tolérer la fraude. Et donc, la fraude, c'est-à-dire la transgression des normes molles, de façon qui n'est pas toujours explicitement interdite ou criminelle, s'incruste. Ensuite, je dirais, elle commence par s'incruster petit à petit. Et puis ensuite, elle s'irradie. Puis à la fin, elle s'incorpore au système. Et puis après, ça devient encore plus compliqué parce que dans un système comme celui-là, dans lequel les régulations deviennent de plus en plus complexes à gérer, le système lui-même se met à générer la fraude
pour pouvoir lui-même se maintenir. Et c'est aujourd'hui l'étape dans laquelle nous sommes. À partir de la crise des subprimes, on a vu que le système dans son ensemble, quand je dis le système, c'est-à-dire le système globalisé du monde en tant que tel, pour pouvoir survivre à la crise des subprimes, a été obligé d'intégrer la transgression de ses propres normes comme mode de gouvernance pour ne pas avoir à se remettre en cause. Et la crise des subprimes en 2008 marque vraiment un basculement, à mon avis, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on voit jusqu'en 2008 que la fraude monte en puissance comme mode de gestion du système à l'intérieur du système. C'est-à-dire que les acteurs, plus les acteurs sont puissants, plus ils deviennent fraudeurs. Ce que les banquiers ont mis en place autour de ce qu'on a appelé les subprimes, c'était en fait une escroquerie mondiale sur les produits dérivés, les produits financiers dérivés, à partir des prêts immobiliers hypothécaires américains. On ne l'a pas assez dit, ça, que c'est en fait ce qu'on appelle en criminologie un schéma de Ponzi. C'est-à-dire, en fait, ce qu'a fait Madoff. Les gens ont compris ce qu'avait fait Madoff. Madoff a fait quelque chose qui portait quand même sur des milliards de dollars, mais il l'a fait de façon tout à fait artisanale, pour lui-même. Mais la banque, au niveau mondial, à partir de l'épicentre des banques américaines, a mis en place un dispositif qui est exactement le même que celui de Madoff, dans son schéma, pas dans ses modalités, mais dans son schéma. Et, bien entendu, je dirais, il n'y a plus de criminels à ce niveau-là. Il y a une finance dont on peut dire qu'elle s'est totalement criminalisée, si on veut. Encore que moi, ça me gêne un peu d'utiliser ce terme-là, parce que la réaction, c'est de dire à ce moment-là, immédiatement, il n'y a qu'à mettre les banquiers en prison. Alors que justement, il n'y a pas d'acteur en tant que tel, parce que tout le monde a des responsabilités. Il y a donc des responsables partout, mais il n'y a pas de coupables. Les États, les gouvernements étaient responsables d'avoir laissé faire ça et même de l'avoir favorisé d'une certaine manière. Puisque, à l'origine des subprimes, il y a aussi des politiques gouvernementales américaines, des gouvernements américains successifs, les républicains, les démocrates, tout le monde, pour en fait favoriser l'accès à la propriété des populations noires et sud-américaines qui sont les plus défavorisées dans le contexte américain. Donc ça partait aussi d'une bonne intention au départ. Donc il ne faut pas voir le diable partout. Et la crise des subprimes a mis tout cet édifice de la finance globale au bord du précipice. Et comment est-ce qu'on est sorti, comment est-ce qu'on a reculé par rapport à ce vide dans lequel le monde risquait de basculer, par différentes politiques de soutien à l'économie, à la finance, etc., dans lesquelles je n'entre pas, mais aussi par la manipulation des taux interbancaires, ce qui est quelque chose de très technique, ce qu'on a appelé la manipulation des taux Libor, qui était en fait le taux auquel les banques se prêtaient de l'argent entre elles, que les banquiers, depuis plusieurs années, manipulaient pour leur propre profit, et que la Banque centrale américaine, la Fed, et la Banque d'Angleterre, et les autorités politiques donc, de la Grande-Bretagne et des États-Unis principalement, ont accepté de reprendre à leur propre compte pour sauver le système financier. Donc on assiste là à un basculement dans lequel on voit que les gouvernements prennent en charge eux-mêmes la fraude pour sauver le système. Et ça a été, je dirais, l'acmé de cette situation de crise, son apothéose, dans laquelle, là, en urgence, les gouvernements ont accepté et ils ont eux-mêmes participé à cette manipulation des taux
interbancaires, ce dont on s'est bien gardé de parler, bien entendu, dans les médias. Mais les preuves existent, elles sont publiques. Pour sauver le système. Mais aujourd'hui encore, comme ce système ne peut plus fonctionner que par la transgression de ses propres normes, y compris de ces normes, pas simplement juridiques, mais de ces normes économiques et financières, parce qu'il est invivable, ce système aujourd'hui. Il a de telles contradictions que si on le laissait tout seul, il exploserait. Les banques aujourd'hui, si elles ne, pour parler clair, si elles ne bénéficiaient pas des soutiens massifs de la Fed qui jusqu'à présent versait 85 milliards d'euros par mois dans le système bancaire et qui va descendre, ou qui descend à 75 milliards, mais ça reste encore des montants gigantesques. Et si la Banque centrale du Japon ou la BCE en Europe ne faisait pas directement ou indirectement la même chose, le système s'écroulerait. Mais plus encore, si vous voulez, il y a des manipulations sur les marchés, par exemple, de matières premières, sur les marchés de l'or aujourd'hui, qui sont totalement occultes, mais dont une partie ne peut pas être dissimulée, dont on voit certains indices, certaines manifestations qui montrent que les gouvernements des pays occidentaux sont dans un rapport de force, par exemple, avec la Chine aujourd'hui, sur la domination économique du monde. En clair, vous avez une nouvelle guerre froide financière qui s'est mise en place entre les États-Unis et la Chine, dans laquelle le marché international de l'or est l'enjeu. Parce que même si depuis 1971, la date à laquelle Richard Nixon a déconnecté le dollar de l'or, même si l'or n'est plus donc l'étalon des monnaies, il reste quand même une référence implicite, même si elle est niée, de la valeur des monnaies, surtout en période de crise. Et aujourd'hui, donc, l'enjeu géopolitique de ce que j'appelle la guerre froide financière, c'est de savoir qui contrôlera l'or, c'est-à-dire les stocks d'or dans le monde dans les 20 ou 30 prochaines années. Et les pays occidentaux, pour soutenir leur monnaie, sont obligés de vendre ou de laisser partir, selon des techniques dans le détail desquelles je n'entrerai pas parce qu'elles sont extrêmement complexes, mais peu importe, sont obligés de céder leur or, bien sûr qu'elle dissimule totalement, et la Chine rachète l'or. La Chine est en train de devenir l'un des plus grands pays détenteurs d'or, de réserves d'or. Et donc, l'enjeu sera, à terme, que le yuan chinois, adossé sur ses réserves d'or, deviendra la première monnaie mondiale, la première devise mondiale. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les manipulations qui sont faites sur le marché de l'or sont des manipulations dont l'enjeu est géopolitique. On le voit si on veut le voir, bien entendu. Bien entendu, je dirais dans ce concert de manipulation des marchés, chacun agit avec son propre intérêt. Donc, ce qu'on peut voir simplement, c'est que du plus petit jusqu'au plus grand, c'est-à-dire du petit spéculateur qui peut être vous ou moi, qui veut placer ses économies à l'abri de l'inflation ou de la perte de valeur d'achat, et qui va acheter de l'or, quelques pièces d'or ou quelques ETF ou quelques actions, etc., donc pour spéculer. D'ailleurs, il a en général assez peu de chances d'y réussir, jusqu'aux États qui
eux agissent sur le marché international de l'or, vous avez toute la gamme des spéculations et des manipulations de tous les acteurs économiques et financiers qui traficotent même, je dirais, les marchés. Alors, vous avez des traficotages qui sont parfaitement légaux. Vous avez ce qu'on appelle les dark pools, qui sont en fait des bourses qui dissimulent de façon parfaitement légale et régulière. Tous les textes européens, américains, etc., organisent cette dissimulation des transactions de façon à ce qu'on ne les voit pas. Vous avez ce qu'on appelle le trading haute fréquence, qui est des logiciels informatiques avec des super ordinateurs qui sont mis en place par les banques pour pouvoir manipuler les cours des actions, des obligations, des matières premières, etc., en lançant des ordres d'achat ou de vente fictifs qui sont pris en compte par les acteurs qui n'ont pas ces moyens-là et qui vont donc leur permettre en fait d'annuler leurs ordres avant que les autres, ceux qui n'ont pas cette rapidité, aient pu réagir, pour ensuite pouvoir profiter de l'écart entre les cours qu'ils ont eux-mêmes créés. Si ce n'est pas de la manipulation, je ne sais pas ce que c'est. Bon, et ça, rien ne l'interdit, même si tout le monde dit que ce n'est pas bien, etc., etc. Donc, aujourd'hui, les marchés financiers sont à la merci de toutes les manipulations des plus grands acteurs financiers sur ces marchés. Bien entendu, ce sont les grandes banques et les grands hedge funds, les grands fonds spéculatifs qui drainent des milliards, des dizaines, parfois des centaines de milliards de dollars. Alors, il n'y a pas de grand Satan dans la finance. Il y a simplement des masses d'investisseurs qui ont des masses de capitaux à placer et qui cherchent la meilleure rentabilité. Si moi j'avais ces capitaux, je ferais comme eux. Donc, ces capitalistes financiers sont toujours aux aguets de la meilleure rentabilité de leur argent. L'argent ne dort jamais. Ce qui fait que, par exemple, au moment où la crise des subprimes commençait à monter, en fait, elle a éclaté en septembre 2008 quand la banque Lehman Brothers s'effondre d'un seul coup, le 15 septembre 2008, mais elle avait commencé 1 an et demi avant, et tous les acteurs bancaires et financiers le savaient. Donc, déjà à partir de 2006, en fait, les capitaux commençaient à sortir des produits financiers qui étaient liés au subprime. Et donc, on a vu à partir de 2006 en particulier, tous ces capitaux venir se déplacer sur les marchés à terme de matières premières, et plus précisément même d'ailleurs sur les indices, sur les fonds d'indices. Bon, je ne rentre pas dans le détail, c'est très technique, mais des masses de capitaux considérables sont venus s'investir en fait sur les marchés de matières premières dans des stratégies de spéculation qui étaient des stratégies à la hausse, qui consistaient en fait à mettre en place des moyens de spéculation qui faisaient systématiquement monter les cours des marchés de matières premières. Et donc on a assisté sur les céréales, sur le pétrole, à des montées en flèche des cours qui ont par exemple entraîné des famines dans certains pays en Afrique, avec des émeutes de la faim. Tout ça étant la conséquence de la spéculation. Et puis, en septembre 2008, là, il y a un effondrement du système financier, donc tout ça s'écroule. Le pétrole les cours du pétrole chutent aussi. Une période de flottement importante. Et puis ça va repartir en 2010 à peu près, jusqu'en 2011, 2011, un peu 2012, où on redémarre sur les spéculations sur les marchés à terme de matières premières. Et puis,
là, les banquiers réalisent que, en fait, les banquiers étaient c'est eux qui structuraient les produits de spéculation. Ils ont un petit peu changé leur attitude. Ils étaient ceux qui structuraient les produits de spéculation, mais ce n'est pas eux qui investissaient. Et en fait, ces produits spéculatifs qui étaient gagnants pour les spéculateurs pendant une certaine période, en fait, devenaient forcément perdants. Donc les banquiers, eux, se sont retirés des marchés spéculatifs sur les matières premières avant même que la bulle n'explose. Je dirais, ils l'ont fait imploser, plus exactement, parce qu'ils sont devenus justement des spécialistes, je dirais, de la gestion des bulles. Jusqu'en 2008, ils créaient les bulles, puis après ils attendaient qu'elles explosent et ils essayaient de récupérer leurs billes en quelque sorte. Maintenant, ils arrivent à gérer les bulles de façon à les faire se dégonfler avant qu'elles ne leur explosent à la figure. C'est ce qui s'est passé sur les matières premières en 2013, où les banquiers se sont retirés en douceur, en quelque sorte. Ils ont laissé se dégonfler la bulle et pour aller plutôt, par exemple, sur les marchés actions. Parce que les marchés d'obligations, aujourd'hui, pour des raisons, là encore, de logique financière, le marché des obligations ne sont pas aujourd'hui des marchés intéressants sur le plan des rendements. Donc, les capitaux sont allés sur les marchés actions. C'est comme ça qu'on voit que le Dow Jones, le Nasdaq, le CAC 40, en 2013, sont mis à remonter jusqu'au ciel. Et c'est en grande partie artificiel. Du coup, on peut se poser la question de savoir quelle est, dans la part du redémarrage de l'économie, la part qui est portée par cette spéculation sur les marchés actions, qui ne sont pas forcément d'ailleurs... Il y a très certainement une part de manipulation de marché, hein, bien entendu, puisqu'avec le trading haute fréquence, les dark pools, il y a des possibilités de créer des tendances, et donc des tendances factices. Donc on crée une montée en puissance des bourses actions. Et il y a très certainement une partie de cette spéculation qui va avoir des retombées sur l'économie réelle. Mais il y a d'autres raisons aussi qui peuvent expliquer, par exemple, le gaz et le pétrole de schiste aux États-Unis, qui fait que les États-Unis commencent à devenir indépendants en matière d'approvisionnement énergétique, ce qui n'est pas rien. Vous avez aussi le soutien de la Fed par les injections de capitaux dans les banques au secteur immobilier, puisque la Fed rachète des crédits hypothécaires, c'est-à-dire en fait des créances pourries, aux banques, ce qui allège les bilans des banques, qui leur permet donc d'obtenir des financements en se débarrassant au moins provisoirement de leurs crédits pourris, ce qui permet donc dans le système financier américain de pouvoir recréer du crédit, mais du crédit spéculatif, puisque les banques ne s'intéressent qu'au crédit spéculatif aujourd'hui. Donc on assiste à un redémarrage de l'économie américaine, mais dont on peut penser qu'elle est assez largement portée par la spéculation et par finalement une mauvaise économie qui essaye de recréer des bulles là où il y a une possibilité de créer une demande, y compris chez les consommateurs, de biens qui ne sont pas forcément les biens les plus utiles pour l'économie. Par exemple, aux États-Unis, l'économie ne redémarre pas sur la remise à niveau des infrastructures publiques,
qui continue de se dégrader, mais qui supposerait une politique du type New Deal de Roosevelt, donc dans lequel les infrastructures publiques, les investissements fondamentaux redémarreraient. On fait en fait redémarrer quoi? On fait redémarrer l'automobile et le bâtiment. C'est-à-dire ce qui va être consommateur de pétrole pour les automobiles ou consommateur de capitaux pour l'immobilier, pour faire redémarrer la spéculation immobilière. Ce n'est pas du tout sain comme type d'économie. Alors, il y a peut-être quelque chose d'anxiogène dans mes propos, mais je dirais en tout cas que ce que je décris n'est finalement pas du tout nouveau. Simplement, nous regardons, nous, Français, le monde avec les yeux de Victor Hugo, et il faudrait les voir avec les yeux de Balzac. Quand j'aborde ces sujets, on en vient toujours à un moment où les gens me disent « Mais alors, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je dirais « J'en sais rien. » Je dirais c'est hors de ma capacité de pouvoir répondre à cette question. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper d'urgence. L'urgence, ce n'est pas aujourd'hui d'apporter des réponses, c'est de poser des questions. Si on est dans cette situation que je décris, si elle est vraiment telle que je la décris, ça veut dire que, en fait, on a pu arriver à ce niveau-là parce qu'on ne s'est posé aucune question. Et mon seul objectif à moi, c'est de dire, avant de chercher à apporter des réponses, il faut savoir quelles sont les questions qui se posent. Et donc l'urgence, c'est de poser les questions, c'est pas d'apporter les réponses. Parce que vouloir apporter une réponse immédiate, c'est vouloir prendre un raccourci. C'est même vouloir faire un court-circuit. Mais un court-circuit, ça fait sauter le circuit. Le court-circuit, c'est de dire il faut mettre les banquiers en prison ou il faut mettre les criminels en prison. Je dis, certes, mettez les criminels en prison, mettons-les, c'est même mon travail en tant que juge, mais ça ne résout rien. D'abord parce qu'ils en sortent en général aussi vite, ou à peu près, et que pour un criminel que vous mettez en prison, il y en a 10 qui sont prêts à prendre sa place. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on peut essayer de construire un monde dans lequel nous n'ayons plus à nous poser ces questions. Et ça, c'est ni Jean de Maillard, ni le juge, ni le policier qui peuvent répondre à ça. C'est une question politique par excellence. Et à partir de ce moment-là, je dis, moi, rideau, c'est plus mon rôle de chercher à apporter une réponse à ça.